Mesdames et messieurs, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir selon vos zones et heures d'écoute. Une fois de plus, nous nous retrouvons dans le cadre de l'émission Gabon Politique, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la rédaction de Radio Gabon. Cette semaine, nous recevons Franck Ondometogo, membre du secrétariat exécutif et du bureau politique du Parti démocratique gabonais, PDG au pouvoir pour le compte du premier arrondissement de la commune d'Oyem dans la province du Wellington. Également vice-président de la commission permanente de révision des textes au sein de cette même formation politique. Franck Ondometogo vient de publier un livre format digeste intitulé « Comprendre le Wellington pour mieux le gérer ». Monsieur le membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais, bonjour. Bonjour madame. Comment vous vous portez en ce temps de crise sanitaire en tant que MBP, comme on vous appelle, du parti au pouvoir? Je me porte bien, personnellement. Pas d'inquiétude? Pas du tout, pas du tout. Je me porte comme un charme. Je suis Claudette Eworé, avec moi Achille Mwanda Moussoti pour échanger avec vous pendant 45 minutes. Achille, bonjour. Bonjour Claudette. Franck Ondometogo, avant d'engager le débat, nous vous rappelons d'abord l'esprit et le but de cette émission. En effet, Gabon Politique est une tribune que Radio Gabon, la chaîne nationale, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au débat public sans distinction d'appartenance idéologique ou de camp politique. Le but étant de permettre à chacun de défendre et partager ses convictions et visions en faveur du développement de notre pays et surtout pour garantir la vitalité de la démocratie. Vous conviendrez avec nous que l'on ne doit pas seulement attendre les périodes électorales pour parler aux Gabonais. Ce contact doit être permanent, d'où ce lieu d'échange constructif et sans tabou, marqué par des questions ouvertes, parfois embarrassantes, mais des questions qui s'inscrivent dans la logique du devoir de vérité et de responsabilité de notre profession, tel le décrivait Albert Londres, journaliste français que nous aimons citer ici. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. Fin de citation. Un commentaire à ce niveau? Pas du tout, pas du tout. Je pense que l'éditorial, c'est ce que vous venez de présenter. Donc, je suis disposé à écouter et à vous suivre. À répondre à toutes sortes de questions. Très bien. Sans tabou. Très bien. Alors, nous allons aborder la première partie consacrée aux questions d'actualité. Achille. Monsieur le membre du bureau politique, bonjour. Bonjour Achille. Le Parlement en vacances dès ce mardi, après une deuxième session marquée par le vote de la dépénalisation à l'Assemblée nationale sur l'homosexualité au Gabon. Quelle lecture vous faites déjà sur cette actualité? D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Sur l'actualité politique, notamment la dépénalisation qui aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre et de salive, je voudrais d'abord remarquer que c'est déjà une marque de fonctionnement optimal de notre Parlement. Les institutions de la République sont fonctionnelles, la liberté est consacrée, le vote de ce projet de texte est une preuve émanante qui permet de démontrer combien est fonctionnel notre Parlement, qui est multicolore. C'est l'enseignement que je retire. D'accord. L'homosexualité aujourd'hui au grand jour, pas loin de ce que Baudelaire décrivait dans son ouvrage Les Fleurs du Mal, œuvre dans laquelle il peint Paris, ville du beau, de l'art, de la mode. Cependant, la figure de style oxymore utilisée par l'auteur comme titre de son œuvre dévoile les travers, les mots cachés de la réalité de Paris. Selon vous, quelle comparaison faites-vous ou bien quel regard jetez-vous sur cette affaire? Le regard d'un politicien avisé, mais également le regard d'un juriste formé. Les gens confondent, et c'est regrettable, la dépénalisation et la légalisation. En aucun moment, l'homosexualité a été légalisée. Il s'agit de dépénaliser. Il faut faire la nuance entre les deux notions. Dépénaliser, ça veut dire qu'on ne punit plus. La dépénalisation veut dire qu'il n'est pas puni de son acte. Oui. C'est ça, enlever la peine. Oui. Parce que dans l'article 402 du Code pénal, dans son alinéa 5, qui traite des mœurs, il est bien dit que tous ceux qui entretiendraient des relations sexuelles entre
personnes de même sexe seront coupables de 6 mois d'emprisonnement ferme et de 5 millions d'amendes. Voilà l'article qui fâche aujourd'hui. Et je loue le courage du Premier ministre. Parce qu'il faut peut-être vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'explications là-dessus. Mais moi, je me suis dit, lorsque vous m'avez invité, que j'en parlerai en tant que juriste et j'en parlerai en tant que politicien appartenant à un camp politique. Il ne s'agit pas de légaliser. Légaliser, ça veut dire permettre, autoriser. Non. Il s'agit de dépénaliser, ça veut dire ceux qui pratiquent. Veut aussi dire de façon implicite, légaliser, c'est-à-dire qu'on peut trouver l'acte, on peut Ils sont désormais libres. Ils sont libres. Mais il y a un jeu de mots. Vous voyez, il faut regarder dans le le rétroviseur de l'histoire. Le code pénal a été modifié en 2019. C'est là où c'est apparu. Le gouvernement a pris l'initiative d'insérer cela dans la loi. Mais avant cette date-là, il n'y avait pas l'homosexualité. Et avant cette date-là, vous étiez où? Les homosexuels n'existaient pas. Mais si, mais déjà avec la dépénalisation, ça veut dire qu'ils sont libres. Ils sont libres de mener leurs activités. C'est pour ça que je dis au bout du jour, qui rend l'homosexualité publique. Non, pas du tout. Il faut voir. Ils peuvent s'embrasser en public. Non, puisqu'ils sont libres. Ce n'est pas écrit. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, j'aurai un regard de juriste en même temps qu'un regard de politicien. Ce n'est pas écrit ici qu'ils vont le faire en public. C'est pas écrit, parce que nous allons tomber. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils n'auront plus de peine à subir. Non, et suivez bien. Un juriste se fonde sur ce qui est prévu, ce qui est écrit, dans aucun texte. Et vous regardez le code pénal, il n'est dit nulle part qu'ils sont autorisés à le faire en public. Sinon, c'est autre chose. Ils vont tomber sur d'autres faits. L'attentat à la pudeur, par exemple, va les rattraper à ce niveau. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs, doit-on arriver à un niveau de mariage entre ces deux personnes? Tout ça, c'est la confusion qui est dans l'esprit des compatriotes. En aucun cas, le mariage n'a été évoqué ici. En aucun cas. Le fait de dire qu'on dépénalise ne parle pas du mariage. Le mariage est consacré par le code civil. Les autres sont déjà visionnaires. Ils voient la suite ça fait du bien processus. Ça fait du bien. Il faudrait que vous multipliez ce genre d'émissions pour que les auditeurs comprennent. On ne parle pas de mariage. Le mariage, là, c'est le code civil qui va s'exprimer. Il n'est pas reconnu en République gabonaise, ni par le code pénal, ni par le code civil, des mariages homosexuels. Ça n'existe pas. Donc, les gens vont loin, alors que la loi s'est limitée à un aspect. C'est sur cet aspect qu'il faut simplement se limiter. Il s'agit de ne pas tuer ceux qui ont choisi de vivre leur vie comme ils le veulent. Abomination, oui, moi je suis contre. Mais je dis, je pense que c'est le contexte on ne les tuerait pas pour leur choix. C'est le contexte qui pose plus problème ici, parce que nous sommes dans une situation de crise. Mais c'est vous qui faites le lien. C'est vous qui faites le lien. Mais qu'est-ce qui amène les religieux? Qu'est-ce qui amène les religieux à C'est vous qui faites le lien. Le lien, est-ce que c'était urgent? C'est ça que la morale. C'est vous qui faites le lien entre le texte que le Premier ministre a défendu devant le Parlement et la situation sanitaire actuelle. Mais tout comme vous pouviez ne pas le faire, on n'a pas besoin de faire de lien. Les institutions de la République fonctionnent. Le Sénat, l'Assemblée, la session s'ouvre et cette session doit se fermer. Mais c'est pendant cette session de loi que tous les textes doivent passer. Mais lorsque la session va se clôturer, à quel moment le texte va passer? Le coronavirus peut durer pendant 1 an. Et vous pensez que l'Assemblée nationale va bloquer certains textes qui doivent passer parce que le corona existe? D'accord. Une pandémie dont on ne connaît pas la durée. Monsieur Ndometogo, une autre question. Vous conviendrez avec moi qu'à ce niveau-là, l'émission n'est pas consacrée à la dépénalisation. Alors, les nombreux propriétaires des véhicules effectuant leurs achats dans les principaux espaces de commerce de Libreville sont au quotidien confrontés à un problème de parking. Une situation qui expose très souvent les propriétaires des véhicules aux ailes des agents municipaux qui n'hésitent pas à mettre des sabots sur les véhicules. Vous voyez bien qu'on est en train de soulever le problème de parking à Libreville. Est-ce qu'on doit passer à la répression déjà alors qu'il n'y a pas de parking ou l'on doit passer à la phase de sensibilisation? Quel regard vous jetez puisque vous êtes propriétaire d'un véhicule? Je suis entièrement d'accord avec vous. Les sabots que l'on met sur les véhicules, c'est vrai, ça cause un problème. La mairie doit fonctionner. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de parking qu'il faut aussi du désordre. Non. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un motif légitime de dire j'ai garé ici parce que je n'ai pas de parking. Non. Le fait qu'il n'y ait pas de parking ne doit pas emmener les usagers que nous sommes à garer n'importe comment au point d'obstruer même les voies de circulation. Par contre, lorsqu'il s'agit des sabots posés avec abus, à ce moment-là,
nous ne serons pas du tout d'accord avec Mais est-ce que sous d'autres cieux, il n'y a pas de municipale. Sous d'autres cieux, on voit bien que la mairie viendrait à la répression s'il y a des lieux où on peut bien positionner son véhicule en arrêt ou en stationnement, comme on dit. Je suis d'accord avec vous de dire qu'il faut faire un effort en matière d'infrastructure pour faire en sorte que nos usagers de la route aient de la place pour stationner. C'est tout à fait normal. La population augmente. J'ai lu ce matin qu'en un trimestre, nous avons eu à vendre, je parle de nous, c'est les concessionnaires automobiles, 748 véhicules en 3 mois. Vous voyez que le parking, en termes d'effectifs de véhicules, augmente. Mais il faudrait que les espaces adaptés pour stationner suivent également de manière proportionnelle pour éviter les désagréments que vous soulignez. Je suis entièrement d'accord qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour permettre à ce que les usagers de la route aient de plus en plus de place pour stationner. Mais cela ne veut pas dire que lorsque vous n'avez pas de place, vous allez stationner où bon vous semble. Non, pas du tout. Parce que là, la répression aura son droit de regard. Pour boucler cette partie, une dernière préoccupation, puisque nous vivons dans la mondialisation. Vous avez suivi avec nous le second tour des élections municipales en France. Ce qu'on note, c'est que le parti au pouvoir, la France en marche, n'a pas pu remporter dans la capitale, Paris, n'a pas pu arracher cette municipalité à l'opposition. Oui. Quel commentaire, vous, en tant que membre... Et également la percée des Verts. Hein. Pourquoi voulez-vous que nous parlions de la France alors que nous avons nos problèmes? Non, on ne parle pas de Paris, on parle de politique. Imaginez le PDG qui perd la mairie centrale de Libreville. Ce qui se passe à Paris, où le parti au pouvoir n'a pas réussi à avoir la majorité, c'est pas notre affaire. Nous consacrons notre énergie pour que, à Libreville, le parti au pouvoir, le PDG, un parti dans lequel je milite et pour lequel je me bats, que ce parti puisse maintenir sa position de leader. Nous allons aborder l'autre partie, le parcours de l'homme. Nous vous avons présenté politiquement. Quel est votre itinéraire académique et professionnel avant d'entrer en politique? Alors, académique, ça veut dire, vous parlez de mes études. Un peu la formation. Bon, j'ai fait tout ce qu'il y avait du CP1 jusqu'à l'université. J'ai pas redoublé de classe, j'ai pas échoué, j'ai pas laissé un diplôme à mi-chemin. Je suis inspecteur principal du travail, diplômé de l'École nationale d'administration. Au plan politique, je suis, comme vous l'avez dit, militant du Parti démocratique gabonais. Je suis aujourd'hui membre du bureau politique du 1er arrondissement de la commune d'Oyem. Je suis également vice-président de la commission permanente de révision des textes. J'ai occupé d'autres postes au niveau du parti, mais ce qui compte, c'est le poste que j'occupe aujourd'hui. Voilà. Et sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, je suis inspecteur général adjoint des services du ministère du Travail. D'accord. C'est sur cet angle que je veux vous poser cette question, au regard justement des critiques des observateurs qui attaquent les inspecteurs du travail sur la gestion des crises, notamment sur le licenciement et les calculs des droits légaux, vous taxant de corrompus en faisant un lien avec les entreprises moyennant des COPEC. Que répondez-vous à ces détracteurs? Bon, lorsque vous faites partie d'un corps d'élite comme le corps des inspecteurs du travail, vous êtes préparé à tout cela. Vous êtes préparé à tout entendre. Aujourd'hui, le gouvernement a pris la résolution de lutter contre l'enrichissement illicite et la corruption. Ça veut dire que c'est un mal qui est généralisé, que l'on retrouve dans tous les corps. L'inspecteur du travail n'en fait pas exception. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut occulter les efforts quotidiens que les inspecteurs du travail font pour maintenir la paix sociale dans les entreprises, pour concilier les parties, employeurs et travailleurs, au quotidien, avec des moyens rudimentaires, des moyens qui ne sont pas adaptés à la demande. Les inspecteurs du travail sont entre le marteau et l'enclume. D'un côté, l'employeur, de l'autre côté, le travailleur. Lorsque vous donnez raison au travailleur, l'employeur vous taxe d'être raciste. Dès que vous donnez raison à l'employeur, le travailleur dit vous êtes corrompu. Nous sommes habitués. Nous avons juré, prêté serment de servir le pays et de nous préparer à tout ce que les gens peuvent dire. Nous continuons. Il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ce sens? C'est pour ça que je vous faisais d'abord allusion. Vous n'avez jamais été tenté? C'est pour ça que je vous disais que le corps d'inspecteurs du travail ne fait pas exception quand il s'agit de la corruption. Ce serait manquer du respect à votre intelligence. Mais je dis, ce que le gouvernement tente à faire est aussi bien pour le corps d'inspecteurs, pour le corps des douaniers, pour les magistrats. Donc il n'y a pas d'exception. Mais ce n'est pas
pour autant qu'il faut occulter le travail que les inspecteurs abattent pour maintenir la sécurité et la paix dans le pays. On dit que vous manquez même d'objectivité lorsque vous allez inspecter dans les entreprises. Eh bien, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais je pense que ce qu'ils disent, ils peuvent le prouver. J'espère bien. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de crises qu'il y a dans les entreprises, le nombre de grèves qui couvrent dans les entreprises, pour lesquelles les inspecteurs arrivent à juguler, pour éviter l'explosion. Je vous prends un exemple. La crise de 2009, la crise de 2009 à Port-Gentil, qui a fait beaucoup de victimes en termes d'hommes, de matériel et de ceci, mais elle a commencé à partir d'une grève dans une entreprise dont je tais le nom. Une entreprise qui a déclenché une grève. Les travailleurs sont sortis du portail. Ils ont commencé à barrer la route. Ils ont brûlé les roues. Et ça s'est envenimé en crise politique et sociale. Mais voilà, ça veut dire que les crises que les inspecteurs du travail sont en train d'estomper au niveau des entreprises permettent de maintenir la paix, permettent de maintenir la sécurité. Merci Franck Dometogo pour cette franchise. Parlez-nous à présent de vos débuts en politique. Vous êtes au PDG depuis quand? Alors là, vous m'envoyez très loin. Je suis au PDG, je vous dirais, depuis 1995. J'ai commencé mes pas au Parti démocratique gabonais aux côtés du ministre d'État Casimiro Yemba, à l'époque ministre de la Planification. J'ai travaillé donc avec Casimiro Yemba. J'ai été son directeur de campagne dans l'élection de 2001, 2000, ainsi de suite. Après, j'ai pris le relais avec Paul Bioré, j'ai pris le relais avec Julien Corbecalé, parce que j'ai œuvré pendant plus de 16 ans dans le Komo-Monda, commune de Ntoum. En étant à Ntoum, j'officiais aux côtés de mon aîné, Daniel Onando, dans le cantonien, toujours dans le cadre du Parti démocratique gabonais. Jusqu'à ce jour, je reste militant du Parti démocratique gabonais. Et vous parachutez, on vous retrouve membre du bureau politique pour le compte du premier arrondissement de la commune d'Oya. Mais oui, pourquoi ne pas être dans la commune de Ntoum? Oui. Alors, je ne voudrais pas réveiller les vieux démons. Je suis parti de Ntoum dans des conditions assez particulières que je ne voudrais pas évoquer. Je suis originaire du Olentem. J'ai estimé que lorsque vous êtes dans une localité, vous avez l'obligation de soutenir votre parti partout où vous êtes. Et c'est à ce titre que j'ai soutenu le PDG dans le Komo-Monda. Mais il est arrivé un moment où mon aîné, Antoine Guémesono, qui était au premier arrondissement OM, qui s'occupait de mes parents, de la contrée, a trouvé la mort. Et ça a créé un vide qui était très préjudiciable à mon population, à nos parents. Au vu de cela, j'ai estimé qu'il était important pour moi de faire un combat pour partir à OM, afin de non seulement poursuivre l'œuvre politique qu'il avait commencé, mais également d'entretenir la flamme du PDG qui était en train de s'estomper, de s'éteindre. Voilà la raison pour laquelle, principalement, je me suis replié. Vous voyez pourquoi nous avons jeté un pavé dans la mare pour avoir toutes ces explications. C'est important pour les auditeurs. Alors, vous consacrez tout un ouvrage de 42 pages, rien que pour parler d'une province. Comprendre le Olentem pour mieux le gérer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Le Olentem est une province atypique. Au plan politique, le Olentem a toujours voté contre la majorité au pouvoir. Vous regardez dans le rétroviseur de l'histoire, vous verrez que lorsque Léomba était opposé à Obama-Yégué, le Olentem a choisi Obama-Yégué. Lorsque Omar Bongo était opposé à Mbabesol, le Olentem a choisi Mbabesol. Lorsque Ali Bongo était opposé à Mbaobam, le Olentem a choisi Mbaobam. Lorsque Ali Bongo s'est opposé contre Ping, le Olentem a choisi Ping. Nous nous sommes posé des questions, nous, militants du Parti démocratique gabonais, pour dire qu'est-ce qui se passe dans notre province. On nous enseigne qu'il ne faut pas tourner le dos au pouvoir. Et lorsqu'on regarde la pratique, cette province qui nous donne cet enseignement se retourne elle-même contre le pouvoir. Il y a quelque chose qu'il faut chercher. Nous nous sommes donc réunis au 5e arrondissement, les cadres du Olentem, non seulement pour féliciter la victoire du président en 2016, mais également pour diligenter une enquête de terrain afin de recueillir auprès des populations les raisons qui les emmènent à se retourner contre le pouvoir. Voilà l'objet de l'ouvrage que vous avez dans les mains. Avez-vous fait une étude comparative pour déterminer les faiblesses? Rester que le Olentem est la seule province qui est dans cette situation? Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la France pour dire
pourquoi vous voulez m'amener vers la France? Tout de suite, je vous parle, mais pourquoi vous voulez m'amener dans d'autres provinces? Non, pas du tout, parce que le PDG, c'est un parti national. Le PDG, c'est un parti national. C'est qu'il faut retenir. La province du Wellington, c'est une province sur 9. Pourquoi se cantonner, penser que ce que le Wellington fait n'est pas fait ailleurs? Le Wellington a des spécificités. J'ai des éminents politiciens qui ont lu cet ouvrage. Mais spécificité, c'est par rapport à d'autres. Je vais arriver. Oui. Qui ne sont pas originaires du Wellington, qui ont lu ce livre, qui m'ont dit effectivement, mais Franck, ce que vous avez dit là-dedans à tel endroit, nous vivons la même chose chez nous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des spécificités culturelles qui font qu'on parle du Wellington. Je prends le cas du corps de garde. Très bien. C'est par là que je voulais justement je prends le cas embrayer. Je prends le cas de la considération de la femme. Vous voyez que le Wellington a une spécificité, oui, allez-y. Oui, monsieur, finalement, le MVET et le corps de garde, à quel niveau influence, on va dire, le quotidien de la politique ou des politiciens? Le choix des électeurs, à quel niveau? Le MVET est un enseignement. Le MVET apprend à l'enfant, et le Wellington, moi, est ancré là-dedans, à résister à la domination de l'extérieur. Deux communautés s'affrontent pour discuter le secret de l'immortalité. Les Ekans, qui sont d'Okui, et les autres, qui sont des Ngons, et les autres communautés qui sont d'Okui. Quand je dis les Ekans, vous comprendrez tout de suite que les Fans s'appellent Ekans. Ça veut dire les gens qui sont immortels, ça leur tourne la tête. Ça veut dire les gens qui n'acceptent pas le pouvoir, qui viennent d'ailleurs. Et là-dedans, je vous prends le cas d'Assane Domiko. Assane Domiko a préféré mourir dans l'un des contes que d'accepter que l'on implante le drapeau d'une autre contrée chez lui. Il a accepté de mourir. Voilà un peu l'enseignement que beaucoup de les témoins ont aujourd'hui à ne pas accepter le pouvoir qui vient d'ailleurs. Et pourquoi? Et ça influence forcément la politique. Derrière, en lisant, on n'a pas bien compris la proposition que vous avez faite face à cette observation. Ben, la proposition, c'est simplement attirer l'attention aux décideurs. Oui. L'enseignement du livre. C'est quoi? C'est l'abandon du corps de garde? Non, il ne s'agit pas. Mais si vous parlez du corps de garde, on quitte l'OMVET, on vient dans le corps de garde. Le corps de garde, c'est un lieu où les anciens se retrouvent au quotidien, du matin jusqu'à la tombée de la nuit. Et pendant toute la journée, ils échangent sur tous les sujets. C'est un lieu d'enseignement. Et c'est dans ce lieu que tout se dit, que la formation se fait, sans que vous le sachiez. Vous apprenez beaucoup. Ça fait que le vieux ou les témoins que vous voyez là, qui n'a pas été à l'école, mais qui reste au corps de garde, il est aussi renseigné que vous, aussi perspicace que vous. Il connaît la chose politique autant que vous. Et ça nous cause des problèmes pendant la campagne électorale. Moi, en parcourant votre ouvrage, vous avez identifié les causes du rejet de la majorité présidentielle et vous avez clairement identifié les causes économiques, à mon humble avis, que je trouve fondamentales. Et ces causes, on les retrouve dans toutes les provinces. Vous parlez par exemple des infrastructures routières. C'est une raison transversale. Une raison transversale. Je pense que ces causes sociales, économiques sont suffisantes pour qu'un peuple se révolte. Se révolter, non, c'est trop fort. On ne peut pas demander ou faire en sorte que le peuple se révolte. Personne n'ira contre la paix, non, pas du tout. Mais je dis, vous avez raison de souligner que dans l'ouvrage, et je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des éminents politiciens qui l'ont parcouru, qui ont reconnu que là-dedans, il y a des éléments qui sont des éléments transversaux que l'on peut retrouver dans d'autres provinces, dans d'autres communautés. C'est tout à fait vrai. Donc, les causes économiques, effectivement, on vit le chômage à grande échelle dans le Wellington. On le vit effectivement ailleurs. Mais ce chômage crée des sérieux problèmes lorsque nous sommes en campagne électorale. Parce que nous avons en face de nous des jeunes qui sont parfois hautement diplômés, qui ont abandonné Libreville, qui ont abandonné tout espoir. Ça fait partie des faiblesses relevées? Bien sûr, ça fait partie des faiblesses. Tout ceci pour attirer l'attention des décideurs à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'équilibre, de maillage territorial en ce qui concerne l'implantation des entreprises. Que l'on ne consacre pas seulement les entreprises à Libreville, dans l'estuaire, à Port-Gentil, à Gamba, à Franceville, à Mwanda, mais qu'on regarde également d'autres localités pour que ces localités puissent contenir ces jeunes qui sont appelés à l'exode rural parce qu'ils ne trouvent pas, n'est-ce pas, d'emploi chez eux. Donc, il faut que les décideurs regardent dans ce sens-là pour
accélérer la transformation économique de toutes les localités. En lisant votre ouvrage, on a l'impression que l'expression démocratique se trouve au sein du VET et le corps de garde. L'expression démocratique. L'expression démocratique, ça va dans l'organisation sociétale. Oui, puisque ce sont ces deux éléments qui organisent la société FAN. L'organisation sociétale. Il n'y a pas que ces deux éléments, il y en a d'autres. Oui, mais entre autres éléments que vous avez cités dans votre ouvrage. Oui. Donc, l'aspect que vous soulevez, l'organisation de la communauté FAN est fait de sorte que chez les FAN, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de royauté. Ça fait un peu l'anarchie. Pas du tout. Non, c'est une organisation. Hein. Ce n'est pas de l'anarchie. Il n'y a pas de roi, mais le chef est désigné par le conseil des sages. Il ne règne pas, mais il dirige. Régner, ça veut dire avec autorité. Le chef n'a pas d'autorité dans la civilisation FAN. Mais le chef, il est imbu, n'est-ce pas, du pouvoir que le collège lui donne. Mais il ne prend aucune décision seul. Il décide ensemble avec le collège des sages. C'est ça une organisation. Ça fait que lorsque cette organisation, on met un leader chez l'enfant, il a du mal à éclore. Parce qu'il y a toujours cette résistance. Il faut souvent faire appel à la concertation, à la communion. C'est ça l'organisation de la communauté. Mais est-ce que dedans vous relevez que les échecs du Parti démocratique gabonais dans la province du Wellington dénotent du manque de consultation de la société elle-même avant la prise de décision sur le choix des candidats? Bon, ça c'est sur cet aspect-là, c'est encore un aspect transversal qui n'est pas forcément d'origine. Mais puisque dedans vous dites qu'il n'y a pas de... implicitement, vous voulez parler de Roitelet. Non. Mais pourquoi là, vous faites de la confusion. Oui. Expliquez-nous. Je vous explique clairement. Oui. Vous soulevez un autre aspect. Je vous ai dit l'organisation de la société FAN. Si je prends le cas avec les Pongwe, vous allez trouver les rois chez eux. Si vous trouvez les Benga, vous allez trouver le roi chez eux, qui est vénéré. Vous allez au Cameroun, vous verrez, il y a des communautés, Bamoun, où il y a des rois. Vous allez au Sénégal, au Burkina, vous allez à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous verrez des rois, des chefs coutumiers. Chez les FAN, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de chef coutumier. Tout se fait de manière collégiale, de manière démocratique, de manière concertée. Ça fait aussi que cette concertation donne à tout le monde une même position devant un fait. Qui fait que lorsque nous sommes en campagne, nous trouvons en face de nous un bloc. Parce que les gens se sont concertés. Parce que les gens travaillent de manière communautaire. L'électorat FAN est un électorat en bloc. Ils font tous d'un côté, de manière incompréhensible. Simplement parce que, dans le fond, il y a cette entente, il y a cette cohésion qui est renforcée par l'unicité linguistique. C'est ce que vous avez qui fait cette cohésion. Et je présente dans mon ouvrage tous ces aspects pour expliquer aux décideurs, les échecs du parti pour expliquer aux décideurs la face du Wellington et voir comment nous pouvons nous organiser au sein du Parti démocratique gabonais pour pouvoir gagner les cœurs de cet électorat qui est important, cet électorat. Donc, si l'on fait sans tenir compte, on risque de tomber dans les mêmes travers. Monsieur Ndomé Togo, il y a un fait qui peut choquer dans votre ouvrage. Le fait de constater que votre étude ne concerne que 4 départements du Wellington, excepté le Haut-Komo. Même lorsque vous citez les fleuves qui traversent cette province, vous ne citez nullement le Komo, la Banga, le Mbéni. Est-ce qu'on peut avoir une explication? Vous voyez bien qu'il y a Ectessera. Là, on cite les fleuves. Mais justement, ça veut dire une part marginale. C'est marginal. Ah ben oui. Non. Par contre, pourquoi nous ne sommes pas allés? Ça nous a fait mal, effectivement, de ne pas aller à Medoune. Mais nous ne sommes pas allés à Medoune simplement parce qu'à l'époque où nous sommes allés dans cette mission d'exploration, d'enquête, la route était impraticable. Vous imaginez, j'ai voulu aller vers la route de Yamaoula il y a 2 semaines. Je me suis embourbé à 200 mètres de Kougoulé. 200 mètres. Dès que je sors du goudron, je n'ai fait que 200 mètres, je me suis embourbé. On a dû me tirer il y a 2 semaines. Parce que je voulais aller voir une vieille maman qui est là-bas, avec qui j'avais de bons rapports, que je ravitaillais en nourriture. Je me suis embourbé à 200 mètres de Kougoulé. Donc, l'époque où nous avons fait cette mission, la route était impraticable. Nous aurions voulu faire ça pendant la saison sèche. Peut-être que nous aurions réussi. Malheureusement, nous l'avons fait à une période de grande pluie. Mais Claudette Théoré a dit ce qui fait que nous n'avons pas, et toutes les excuses aux populations de Medoune, il n'y est pas question. Et lorsque nous avons fait la décision, nous avons pris la décision au 5e arrondissement, mais Medoune était bien représenté au podium par son éminent fils,
Augustin Domba, actuel secrétaire national de l'Estuaire, et bien d'autres. Donc Medoune était représenté. Medoune a pris part à la décision d'aller mener cette enquête de terrain pour savoir pourquoi notre province ne vote pas tel que nous le souhaitons dans notre pays. Monsieur Ndomé Togo, on a bien vu votre ouvrage commis avec certainement beaucoup d'intelligence, mais pourquoi vous n'avez pas pu utiliser ces théories évoquées lors des dernières élections couplées? Parce que lorsqu'on regarde les moissons, la moisson n'est pas trop reluisante. Hein? Vous savez, en politique, c'est pas figé, hein, ça change. Le terrain change et nous devons changer avec. Il se peut que ce que vous avez constaté hier, lorsque vous arrivez aujourd'hui, ça a changé. D'une élection à une autre, beaucoup de choses se passent. En 2009, le président était contre Mbobam. Le contexte était que Mbobam est originaire du Wolentem. On peut comprendre. En 2016, le président a été contre Ping. Ça change. Et vous avez vu que le score que l'ONTM a réalisé était supérieur à celui de 2009. Nous avons fait un score en augmentation par milliers de voix. Ça veut dire qu'il y a eu une adhésion massive des Olentémois de 2009 à 2016. Donc nous avons consenti beaucoup d'efforts et ne regardez pas simplement le score. Il faut regarder la courbe et l'évolution de l'ensemble des scores que nous avons accumulés. Et moi, j'ajouterais à la suite d'Achille que quelle utilisation faites-vous de cette œuvre qui est une contribution majeure? Je veux dire, est-ce que vous l'avez déjà présentée aux distingués camarades, par ailleurs chefs de l'État? Tout à fait. J'ai adressé des exemplaires à qui de droit, au plan politique, au plan administratif, pour s'en inspirer. Parce que j'estime qu'il y a certaines décisions que l'on peut prendre sans savoir quelles peuvent être les retombées, simplement parce qu'on ignore le contexte. Je prends un exemple qui est dans ce livre. Chez l'enfant, la femme ne met pas pied au corps de garde. Ne mettez pas pied au corps de garde. Bon, continue à aller au corps de garde, comme tu verras. La femme ne met pas pied au corps de garde. Ça veut dire que la femme ne tient pas le bâton de pèlerin. Chez l'enfant pur. Nous avons cette règle. Elle n'a pas droit à la parole? Non, elle peut avoir droit à la parole. Elle peut être consultée, mais la femme n'a pas à tenir le bâton de pèlerin. C'est comme ça, chez l'enfant. Mais vous voyez, on est arrivé en 2014. Vous continuez à parler de cette disposition en 2020? Mais comment expliquer alors la présence des ministres femmes dans le Wolentem? Les questions vous appartiennent. Les questions vous appartiennent. Les réponses appartiennent aux auditeurs. Oui, mais quand laissez-moi même, donc il y a des réponses laissez-moi donner des... Non, ne soyez pas choqués. Au moment où on parle ne soyez pas choqués. Je vous explique. Expliquez-nous. Je vous explique. Oui. La tradition, pas la pratique. Cette tradition est ancrée en nous. Je vous l'explique et je ne peux pas. Et qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites une dame, membre du gouvernement, voilà, et qui prend la parole au sein d'un corps de garde? C'est pour cela que je voudrais comment vous expliquer cela? Vous me laissez pas aller au bout. Bon, allez-y, et vous perdez beaucoup. Non, nous ne perdons pas. Alors, pourquoi je vous ai pris l'exemple de la femme qui n'a pas droit à prendre le bâton de pèlerin? Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés en 2014, 2015. Dans le Wolentem, nous avions des ministres. À Minvoul, nous avions un ministre femme, Marie-Julie Bilogue. À Bitam, nous avions un ministre femme, Mfumundo. À Minzik, nous avions un ministre femme, Françoise Senghon. À Oyem, nous avions un ministre femme, Madame Mengemouno. De manière spontanée, dans cette communauté qui nie les femmes comme porte-étendard, on met 4 femmes pour emmener la barque. C'est compliqué. Vous voyez, même si ces femmes sont dynamiques, mais dans le fond, les hommes continueront à leur mettre les bâtons dans les roues. Voilà des situations que j'explique aux décideurs pour dire, attention, dans cette communauté, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Voyez, cet exemple-là nous a amené à avoir un retard parce que ces 4 femmes, malgré leur pugnacité, malgré leur énergie, n'ont pas réussi à tirer la barque. Simplement parce que dans l'ombre, il y a des hommes qui disent « je ne me ferai pas commander par une femme ». Donc le blocus culturel qui est venu empêcher... Voilà, parce que ça reste encore ancré en beaucoup de personnes. Le Wolentem, comme vous le dites, il y a toujours eu des tendances au sein même du PDG depuis le parti unique. À l'époque de feu Richard Nguema Bekale et Bon Jean Ondo, il y avait des tendances. Il n'y avait pas de femmes. Donc vous n'allez pas dire que si vous n'avez pas décollé, c'est tellement grave. J'ai pas dit que si on n'a pas décollé, et j'ai pas dit qu'on n'a pas décollé non plus. J'ai dit les choses n'ont pas pu avancer. Je vous donne un exemple pour comprendre le Wolentem. Et voilà le titre du livre. Comprendre le Wolentem pour mieux le gérer. Voilà le titre de l'ouvrage. Pour mieux comprendre, il faut qu'il y ait
certaines informations En fait, vous êtes revenu sur la sociologie du peuple d'ailleurs pour essayer d'attirer l'attention. Pas simplement, il y a des aspects de sociologie, il y a des aspects économiques, il y a des aspects politiques. Exact. Il y en a d'autres qui permettent, n'est-ce pas, de comprendre et de prendre la bonne décision qui cadre avec cette partie du Gabon. C'est ça. L'une des bonnes décisions, c'est de ne pas promouvoir les femmes du Wellington. Pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il ne s'agit pas d'exclure. Je pense qu'il ne s'agit pas d'exclure le Wellington. Les auditeurs vous entendent. Il faut faire en sorte que les femmes, effectivement, soient émancipées. Oui, nous sommes d'accord. Mais il faut conscientiser. C'est à vous de conscientiser la population pour qu'elle comprenne que nous ne sommes plus à l'époque où la femme passait derrière la cuisine parce qu'elle n'avait pas le droit de traverser la cour. C'est cette conscientisation qu'il faut faire, mais pas reculer. Non, nous nous battons pour que la femme soit émancipée. Une loi a été votée pour que vous soyez au minimum à 30% dans le centre de décision et dans les institutions de la République. Les femmes sont en train d'émerger grâce aux hommes. Reconnaissez-le. Le fait culturel est quand même une barrière dans le développement des sociétés. Mais c'est une vérité. On a l'impression que finalement, vous au sein du Parti démocratique gabonais, vous continuez à torpiller les femmes. Le Parti démocratique gabonais, je ne pense pas du tout, et c'est une erreur. Dans l'aspect gabonais, la première des femmes, la première des femmes que nous honorons, c'est la première dame. Oui, c'est vrai. Alors, vous comprenez? Et ensuite, quand vous regardez l'échiquier politique du pays, les femmes jouent un rôle de premier plan. Monsieur Ndometogo, vous avez évoqué vous-même la présence de 4 femmes. Vous avez évoqué la présence de 4 femmes, une présence qui n'a pas, selon vous, donné de bons fruits pour le Parti démocratique gabonais. Qui vous a déstabilisé toute une province parce qu'il y a 4 femmes au gouvernement. De manière simultanée, je vous ai dit qu'il y a certaines situations qui peuvent heurter une communauté en fonction de ses stéréotypes, en fonction de ses réalités, en fonction de ses mœurs. Et je vous ai dit, chez l'homme-femme pur, la femme n'a pas droit à la parole. Et ces hommes-femmes purs existent encore dans le Nord jusqu'à ce jour. Ils sont nombreux. Et lorsqu'on arrive à ce casting de 4 femmes à la tête de la province, comprenez que quelque part, même si ça ne s'exprime pas de manière, flagrante, mais dans le fond, ça rumine. Dans le fond, ça rumine. Vous verrez dans la deuxième ou la première page du livre, je tire une leçon du président qui a prononcé son discours en 2016, qui a dit, pour survenir, vous pouvez lire, pour contribuer à la survenance des mondes meilleurs, c'est aussi dénoncer le mal d'où qu'ils viennent. Le président de la République. Pour contribuer à la survenance des mondes meilleurs, c'est aussi dénoncer le mal d'où qu'ils viennent. L'acceptation des critiques. Donc, il faut accepter. Et je n'ai pas le droit de faire langue de bois. Ce n'est pas moi qui écris. Je transcris ce qui a été dit après une enquête d'une commission. Je n'ai pas, moi, la prétention de galvauder les informations que nous avons recueillies. Ça a été fait de manière scientifique et la restitution doit être fidèle. Elle doit être fidèle. Nous en sommes là. Vous êtes membre du bureau politique du PDG. Militant. Est-ce qu'on peut revenir sur les missions des membres du bureau politique? Alors, le Parti démocratique gabonais est un parti organisé. Nous avons des organes exécutifs d'un côté et des organes de délibération de l'autre. Exécutif, ça veut dire ceux qui exécutent les décisions du Congrès, les grandes résolutions du Congrès. Et les organes délibérants, c'est le bureau politique. Ce sont eux qui sont sur le terrain pour entretenir les organes locaux. Donc les membres du bureau politique constituent d'une manière générale le relais officiel entre l'exécutif du parti et les organes locaux qui sont les fédérations, les sections, les comités et les cellules. Alors, monsieur Ndometogo, est-ce que vous êtes membre du bureau politique tout court ou avec l'épithète comme un complément d'effectif, puisqu'on a vu stratégique, voilà? Stratégique. Membre du bureau politique, complément stratégique. Tout à fait. D'accord. Alors, quand on regarde... Et ce qui est stratégie ne se dévoile pas. Oui, ben, parce que ça a quand même créé une petite confusion dans l'opinion, puisque beaucoup étaient habitués à simplement du bureau politique, mais l'épithète complément d'effectif ou complément stratégique est venu un peu bouleverser l'entendement de beaucoup de... Comme si c'était accessoire. Puisque beaucoup disent que c'était pas inscrit dans les textes. Le Parti démocratique gabonais est un parti dynamique qui s'adapte au contexte. Là, on n'a plus besoin de ce marketing. Le parti est implanté sur tout le territoire. Oui, mais il faut renforcer l'implantation. Le marketing il faut renforcer l'implantation. Un arbre qui n'enfonce pas continuellement ses racines finit par tomber. Alors, l'autre pan
de vos attributs au sein du PDG, vice-président de la commission permanente de révision des textes. Ces textes sont de quelle nature? Ils concernent qui? Seulement les militants du PDG ou bien tous les Gabonais? Compte tenu de la filiation politique, d'autres parleraient de lien congénital entre le PDG et le pouvoir d'État. Les textes sont les textes du parti, n'intéressent que les militants du parti. Mais le fonctionnement du parti, par l'application de ces textes, intéresse tous les citoyens, parce que c'est le parti au pouvoir. Ces textes, il s'agit des statuts, du règlement intérieur, de la charte des valeurs, qui sont des textes fondamentaux du Parti démocratique gabonais, pour lesquels chaque militant est appelé à s'assujettir. Donc l'application et le contenu de ces textes a forcément un impact social, politique, culturel, économique sur la nation. Et là-dedans, vous allez voir, dans la charte des valeurs du parti, il y a des valeurs de respect, il y a des valeurs de désintéressement, il y a des valeurs de solidarité. Cette solidarité ne va pas seulement entre militants. Ce respect, ce n'est pas seulement entre militants. Les valeurs que le parti prône sont des valeurs que le militant doit cultiver avec tout le monde. À partir de ce moment, les textes du parti sont les textes des militants, mais concernent l'ensemble des populations dans leur bien fondé. Nous allons parler de cet ouvrage. Vous l'avez publié quand? Parce qu'il n'y a pas d'édition, l'année d'édition. Je ne suis pas passé par une maison d'édition, vous voyez bien, donc on ne peut pas parler d'édition. L'ouvrage a été fait, ça a été validé par tous ceux qui avaient été sur le terrain. Nous l'avons déposé auprès d'un imprimeur qui a fait son travail et qui l'a mis à la disposition de tout le monde. Il n'a pas respecté le cheminement traditionnel. Hein? Ça ne nous a pas empêché d'être dans la cour des grands. On ne peut pas laisser quand même le membre du bureau politique du PDG en ce temps de crise sanitaire pour ne pas dire quand même un dernier mot à l'ensemble de la population et surtout aux militants du Parti démocratique gabonais du premier arrondissement de la commune d'Oyem qui vous suivent en ce moment. Alors, vous parlez de crise sanitaire. Vous voyez, nous sommes passés à côté de quelque chose d'important. Nous avons parlé de tout, mais nous n'avons pas parlé de la Covid-19. Justement, qui aujourd'hui fait également, mais les gens ont tendance à oublier, parce qu'on a parlé d'un autre sujet qui... On ne peut pas oublier, ce pourquoi tous les invités évoquent déjà le sujet. Nous vivons dedans, et depuis cette crise, tous les invités abordent ce sujet. Et nous vous laissons la possibilité de dire un mot. Nous ne pouvons pas oublier la Merci que vous ayez parlé de la crise sanitaire. Les mesures barrières, la distanciation tout à fait, je constate. Oui. Je vous remercie d'avoir évoqué l'aspect de la crise sanitaire. Qu'est-ce que je dirais d'autre qu'on n'a pas dit? Mais il faut marteler la conscience des populations. Parce que souvent, on oublie ce qui est essentiel. Le coronavirus est mortel. Il n'y a pas à dire que les Noirs ne meurent pas de cela. Beaucoup d'entre nous sont peut-être malades sans s'en rendre compte. Ce que je voudrais conseiller aux uns aux autres, c'est de respecter de manière scrupuleuse les mesures mises en place par le gouvernement. Oui, certaines de ces mesures créent des désagréments, oui, mais c'est pour le bien des populations. Je sais que les bars vous manquent, ainsi de suite, tout ça vous manque, mais c'est dans l'intérêt de votre santé, de votre vie. Je voudrais donc demander aux uns aux autres de supporter. Un jour viendra, nous allons retrouver notre quiétude dans le temps. Il n'y a pas à violer telle ou telle mesure. Nous devons la respecter. Et je suis heureux parce que au même moment, je dois aller en mission. Une mission que le ministre Francis Nkea m'a confiée en tant que membre du bureau politique, accompagné de mon collègue, le membre du bureau politique de Mimvoul, Nestor Ayi, pour aller distribuer aux populations de toute la province du Wellington 5000 bavettes. C'est pas trop tard? À raison de 1000 bavettes par département. C'est pas le médecin après la mort? Trop tard. Vous voyez que la Chine qui disait avoir vaincu le virus, la Chine s'est trompée parce que le virus est revenu. Il n'est jamais trop tard dans ces choses-là. On parle de trop tard parce que les populations se sont débrouillées, les populations vous ont attendu. Non, pas du tout. Nous avons mené d'autres actions. Nous avons mené d'autres actions par le canal du gouvernement, d'autres actions par le canal des personnes physiques, d'autres actions
par le canal du Copil, ben voilà, et les actions se suivent. Voilà un fils de la contrée qui a décidé d'offrir 5000 bavettes à la province à raison de 1000 bavettes par département. Il n'est jamais trop tard. Mais pourquoi n'avoir pas confié cette mission au Copil, puisqu'on a vu qu'il y a bien d'autres volontaires à qui on a demandé d'arrêter l'opération, qu'il faudrait passer par le Copil? Le Copil est une entité administrative. Oui. Il ne faut pas confondre. Mais il y a bien des volontaires, il y a bien des cadres de ce pays qui voulaient distribuer les bavettes. Et qui sont passés par le Copil. Vous avez défendu de mener l'opération. Et laissez-moi vous dire que le programme qui a été établi par rapport à cette mission est tel que les bavettes soient remises au secrétaire général de province en présence du responsable provincial du Copil. Donc le Copil est hautement représenté pour jouer son rôle. Au moins respect. Vous êtes intérêt à on ne fait rien à y aller un peu rapidement, hein, parce que le nombre de cas ne fait qu'augmenter. Justement, vous faites bien de le souligner, hein, la courbe est ascendante. Donc, raison pour laquelle nous ne pouvons pas croiser les bras en disant qu'il est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Vos bavettes vont arriver quand exactement? Les bavettes arriveront mercredi pour être distribuées à tous les préfets. Mercredi vendredi. Dans quelques heures? Après-demain. Demain. Chers auditeurs, cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Notre invité était Franck Ondometego, membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais pour le compte du premier arrondissement de la commune d'Oyem, auteur du livre « Comprendre le Wolentem pour mieux le gérer ». Une contribution significative pour son parti en vue de réussir les échéances électorales à venir, comme le rappelle lui-même à la dernière page du livre qu'une élection se prépare d'avance. Et à nous d'ajouter, ce n'est pas le jour du bal qu'on apprend à danser. Merci Franck Ondometego d'avoir accepté notre invitation. Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration technique d'Herman Osunga, avec la collaboration d'Ali Renard de Rajumba sous la supervision de Bertrand Ebiagengoui. À la semaine prochaine avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.